Florian Gérard-Mercier et Mady Saïdi, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous nuancez comme Pascal de Lima? Alors non, pas vraiment, parce que vous avez dit que c'est seulement depuis la dissolution malencontreuse 2024 que la France n'avance pas, que rien n'a été fait. Bon, malheureusement, ça fait quand même depuis bien plus longtemps que c'est le cas. D'abord, on a dit que c'était la faute au Covid, etc. Donc bon, tout ça à bon dos. Les réformes structurantes dont vous parlez, vous avez dit la réforme des retraites. En réalité, ce n'était qu'une réforme paramétrique, puisque la réforme à points de 2017 n'a jamais vu le jour. Donc malheureusement, on va dire que l'élan réformiste d'Emmanuel Macron a complètement fait flop. Maintenant, pour reparler de l'économie, le fait est que ça fait, depuis le début de l'augmentation des prix du carburant, qu'on dit aux millénaires qu'il y a un vrai risque effectivement de récession. Pourquoi? Parce que 55% du PIB de la France, c'est la consommation. Et quand on a une telle augmentation du prix des carburants, on le voit partout, quand vous allez sur le terrain, vous le voyez bien aussi, les Français changent leurs habitudes de consommation. Ils consomment moins. Et donc quand on consomme moins, quel est le résultat immédiat? Il y a moins d'activité et on rentre donc dans une spirale récessive. Et juste pour terminer sur ce sujet, pourquoi est-ce que la responsabilité d'Emmanuel Macron et de Renaissance est importante dans cet état de fait? Parce que 1100 milliards de dettes en plus, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas pu y avoir le même type d'aide sur le prix du carburant qui aurait permis aux Français de ne pas changer leur mode de consommation autant qu'ils l'ont fait. Si vous allez en Italie, le prix du carburant, il est à 1,72 aujourd'hui, 1,75. Rien à voir avec les plus de 2 euros qu'on a nous. Et ça, c'est pourquoi? Parce que le budget de l'État est plus sain en Italie que chez nous, et donc l'État italien a pu prendre des mesures qui convenaient. Madame la ministre. Oui, mais justement, comme ça a été bien dit, il y a deux sujets vraiment. Il y a d'une part la fraude sociale, qui est là purement une question quelque part de finances publiques, donc d'essayer de récupérer l'argent. On sait que le gouvernement cherche l'argent partout où il peut, précisément à cause de la situation désastreuse dont on a parlé en termes de finances publiques de la France. Et puis il y a l'autre sujet qui est comment est-ce qu'effectivement on adapte notre économie et notre système, qui aujourd'hui est complètement dysfonctionnel, il faut bien le dire, pour retrouver aussi de la croissance. Parce que peut-être, ici un chiffre à donner, c'est le taux d'activité, donc le nombre de 15-64 ans qui sont soit qui travaillent ou qui sont au chômage. En France, c'est 75%, aux États-Unis, c'est 80%, en Suisse, c'est 85%. Donc on a un déficit de Français qui travaillent, qui sont actifs, et ça, c'est aussi à cause de l'échec de l'enseignement supérieur. Enfin, il faut rappeler qu'il n'y a qu'un étudiant sur 3 qui finit sa licence en 3 ans. Donc tout ça, c'est une perte économique majeure, et donc évidemment, il faudrait s'attaquer, ça va être, je pense, 2027, s'attaquer à une réforme en profondeur de notre modèle. Alors, 2022, on a eu une campagne présidentielle un peu réduite du fait de la guerre en Ukraine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de purger... du refus, d'Emmanuel Macron de faire campagne. Alors, du refus lié au fait... Cette étude de la Fondation Jean Jaurès, que nous dit cette étude? 45% des Français envisagent, on va la voir, de voter pour le Rassemblement national lors des prochaines élections. C'est un chiffre spectaculaire. Et Luc Rouban, spécialiste du RN, directeur de recherche au CNRS, estime d'ailleurs dans les colonnes du journal du dimanche que le RN a achevé sa normalisation. Le RN est devenu, dit-il, le centre de gravité des droites. Réaction, mon cher Florian, Mady et puis Jade, évidemment. Je pense qu'il a raison. C'est vrai qu'il y a différents pôles au sein de la droite. Et aujourd'hui, quand on voit, de toute façon, quand on arrive à 45% de vote potentiel, c'est qu'on n'est plus vraiment d'extrême. D'ailleurs, vous regardez leurs propositions, ils ne sont pas spécialement extrémistes non plus. Et si vous regardez ce qui se passe également au Parlement européen, où les différents groupes des différentes droites savent voter ensemble sur les sujets qui les intéressent, on voit bien qu'il y a une mue qui a été complétée par la présidente du parti, Marine Le Pen, vers un parti qui veut véritablement gouverner, qui n'est plus que dans la protestation, contrairement par exemple à la France insoumise, et qui, là où il le peut, essaye de faire passer des textes. À l'Assemblée nationale elle-même, il y a des textes qui passent effectivement avec la majorité allant de Renaissance au RN, et donc c'est vraiment ça qui s'est joué, aussi au municipal, et donc cette entreprise quelque part
de pouvoir être en position de gouverner, quelque part aujourd'hui, elle est relativement complétée. C'est ça qui se reflète dans les intentions des Français. Et sur la question de l'identité, je crois que le Rassemblement national n'a pas changé. Et je vous le dis en tant que binational, le Rassemblement national a encore dans son programme l'idée de distinguer les Français selon qu'ils ont une ou deux nationalités. Donc ça, pour moi, c'est le RN de l'époque. Et donc, si vous voulez, pour moi, il n'a pas changé. Le droit le fait déjà. Ouais. Le droit le fait déjà parce qu'on ne peut pas retirer la nationalité d'un mononational alors qu'on le peut d'un binational. Là, parce qu'on est tous d'accord sur la nécessité de l'intégration républicaine. Le problème, c'est que quand on a les chiffres de primo-entrée qu'on a actuellement, qui n'ont fait qu'augmenter sous Emmanuel Macron, on est quasiment à 400 000 l'année dernière, 384 000, alors que c'était moins des 200 avant son quinquennat. En fait, on a un problème juste de quantité qui fait que ça devient très difficile Là, vous parlez de l'écart. Bon, je vous laisse. Non, mais c'est extrêmement compliqué d'intégrer quand on a ce type de volume-là d'immigration entrante. Et c'est exactement ce qui se passe en Angleterre aussi, parce que depuis le Brexit, ils voulaient reprendre le contrôle de l'immigration. C'est tout l'inverse qui s'est passé. L'immigration n'a fait qu'augmenter, et c'est pour ça qu'on est dans cet état de fait. Donc la question, est-ce que ça peut se passer en France, ce type de manifestation? Ça pourrait, parce qu'on est sur la même pente, avec des quantités de primo-entrées qui sont trop importantes. Et effectivement, seulement 17% de travail. Et revenez-nous vite, évidemment. Vous vouliez dire deux mots, mon cher. Parce que donc j'ai publié pour le Millénaire une étude sur le sujet hier précisément pour comment est-ce que la France pourrait retrouver la gagne à l'Eurovision. Est-ce que Olivier Benkemoun vient de dire est très juste. Si vous regardez, en fait, on n'a pas de sélection nationale. En gros, c'est une décision qui va être l'artiste et la chanson qui représente la France à l'Eurovision. C'est une décision opaque, à huis clos, de quelques-uns au sein de France Télévisions. Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire qu'on a vu sur l'audiovisuel public, on voit bien le type de personnes dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est complètement hors sol et donc forcément, ça ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui a été fait. Monroe est une artiste magnifique, je veux dire, sa voix est incroyable, et donc elle a fait le plein sur le jury, mais elle n'a pas trouvé le public. Vraiment, les points n'ont pas été là. Sur les 10 premiers, là, 9 de ces pays ont une sélection nationale populaire avec un vote du public, et c'est ça qu'il nous faut. Nous, ce qu'on propose, du coup, c'est une forme de festival de Cannes de la chanson francophone. Très bien. Avec des demi-finales. Ça aurait dû figurer dans le rapport Charadan, votre intervention. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc avec des demi-finales en région, dans les Outre-mer, pour intéresser les Français et faire que le gagnant parte avec un élan et puisse enfin nous faire retrouver la gagne après quand même 50 ans sans victoire. Alors, attendez.